Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la tournée africaine d'Emmanuel Macron se poursuit. Après le Cameroun, le président français est au Bénin. Outre la sécurité, il a aussi été question de coopération culturelle. On vote pour les législatives au Sénégal ce dimanche. La campagne bat son plein et les candidats sillonnent le pays pour convaincre les électeurs. Mais pour l'heure, plutôt préoccupés par leur quotidien entre les inondations et la vie chère. Reportage à suivre. Ce soir, nous parlerons de finances avec Duplex Kamgang. Il est camerounais, fondateur de Studeli, une solution bancaire digitale dédiée à 100% aux étudiants à mobilité internationale. Après le Cameroun, le président français est au Bénin, deuxième étape de sa tournée africaine. Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue béninois. En plus des demandes de matériel militaire, il a aussi été question de coopération culturelle. Marc Pope. Tout sourire, Emmanuel Macron salue son homologue béninois. Une visite de 24 heures au cours de laquelle les deux chefs d'État se sont entretenus en tête-à-tête. Au cœur de leur discussion, la question sécuritaire dans une région où les groupes terroristes se multiplient. On a besoin d'armement, on a besoin d'équipement, de matériel militaire. Et en cela, nous attendons un effort de votre part. Nous avons les moyens financiers d'acquérir ces équipements-là, et nous savons que vous avez les moyens de nous les fournir. Des demandes entendues par les autorités françaises qui émettent toutefois quelques conditions. Le président m'a demandé des équipements plus sophistiqués, de drones, de surveillance et autres, sur lesquels nous allons là aussi dans les prochaines semaines avancer pour répondre à la demande qui est légitime. Mais nous le faisons en n'oubliant jamais que la réponse sécuritaire doit s'accompagner d'une réponse politique et de développement si nous voulons qu'elle soit pérenne. Autre sujet abordé entre les deux hommes, la coopération culturelle. Emmanuel Macron et Patrice Talon ont visité l'exposition mettant à l'honneur les 26 œuvres restituées au Bénin par la France en novembre dernier. Un partenariat qui devrait se poursuivre dans les prochains mois. S'agissant des nouveaux actes de restitution, comme je m'y étais engagé à l'occasion de votre visite à Paris le 9 novembre dernier, je souhaite que nous puissions poursuivre le travail et aller au bout et porter cette loi cadre qui sera présentée dans les meilleurs délais. Pour sa première visite sur le continent africain depuis sa réélection, Emmanuel Macron cherche donc à renforcer ses alliances. Après le Cameroun et le Bénin, le chef de l'État se rend ce jeudi en Guinée-Bissau. Et ça faisait partie des thèmes de cette visite. On a appris d'une source judiciaire que 30 opposants arrêtés durant la présidentielle en avril 2021 au Bénin avaient été remis en liberté. Au lendemain du débat télévisé qui devait rassembler les candidats à l'élection présidentielle kenyane, la campagne a repris comme si de rien n'était. Pourtant, ce débat n'a pas tenu ses promesses. Seuls 2 des 4 prétendants s'y sont rendus, Raila Odinga et William Ruto. Les 2 favoris étaient ce mercredi dans la région du Mont Kenya, où étaient nos correspondants Bastien Renouille et Viviane Vandera. De très nombreux téléspectateurs ont eu l'impression d'assister à une mascarade plus qu'à un débat, puisque seuls 2 des 4 candidats ont fait le déplacement. Et parmi les 2 candidats qui ont des chances d'être élus, eh bien, seul l'actuel vice-président du Kenya, William Ruto, a effectué le déplacement. Raila Odinga avait annoncé quelques jours auparavant qu'il ne se déplacerait pas afin de ne pas donner de tribune à l'actuel vice-président qui a pu dérouler son programme durant 1h30 devant 2 journalistes qui ne l'ont pas réellement contredit. Alors ici, ce meeting de William Ruto, auquel je me trouve, eh bien, de nombreuses personnes étaient extrêmement contentes de l'intervention du vice-président. D'autres ne comprennent pas pourquoi Raila Odinga ne s'est pas déplacé et d'autres soutenaient ce choix. Je vous propose de les écouter. C'était un bon débat. Ruto a bien répondu aux questions. J'ai beaucoup aimé sa façon de parler, avec courage. Raila Odinga a vexé de nombreux Kenyans, mais c'était son droit de participer ou de ne pas le faire. Nous, les partisans d'Odinga, nous sommes contents car nous nous attendions à un très mauvais comportement de William Ruto. Il parle mal aux gens et il déforme leurs propos. Nous ne voulions pas qu'Odinga soit confronté à la propagande de Ruto.
Alors si la bataille télévisuelle n'a pas eu lieu, elle a lieu réellement sur le terrain. Je me trouve aujourd'hui sur les pentes du mont Kenya où a lieu un meeting de chacun des deux principaux candidats à cette élection. Ici, ce sont des soutiens de William Ruto. Et je peux vous dire que les deux candidats tentent d'obtenir les votes des derniers Kikuyu indécis. Les Kikuyu, c'est l'ethnie la plus importante du pays qui n'a pas de candidat désigné. Une bataille en parallèle qui aura lieu jusqu'à la fin de la campagne électorale le 6 août prochain. Les deux hommes ont d'ailleurs réservé le même stade pour leur dernier meeting. Pour l'instant, la justice n'a pas tranché. On ne sait pas lequel des deux candidats aura accès à ce stade pour ce dernier grand meeting électoral. On passe au Sénégal où les électeurs sont aussi appelés au vote. Ce dimanche, il faut renouveler l'Assemblée nationale. 165 députés, 8 listes dont la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar et celle de l'opposition Yewwi Askan Wi. Les candidats sillonnent le pays pour convaincre les électeurs, mais ils semblent plus préoccupés par leur quotidien entre les inondations, les examens de fin d'année et surtout la vie chère. À Dakar, le reportage de nos correspondants Eliman Ndao, Sam Bradpis et Sarah Sako. Ngor, un quartier populaire de la capitale sénégalaise. L'heure est au petit déjeuner dans la buvette de Madiguen. Cette mère de famille est bien connue dans son quartier pour ses sandwichs. Ces derniers temps, son commerce tourne au ralenti. Les clients se font rares et les produits sont plus chers. La vie est dure. Je m'en sors à peine avec ce petit commerce parce que tout est devenu très cher au marché. Je travaille pour presque aucun bénéfice. Comme Madiguen, de nombreux Sénégalais subissent l'inflation. La guerre en Ukraine et la hausse du prix de l'énergie ont perturbé la reprise post-Covid. Malgré les mesures adoptées par le gouvernement, les prix explosent. Ousmane est employé dans un restaurant. Pour joindre les deux bouts, il vend des poulets qu'il élève sur son toit. La nourriture pour volaille est devenue très très chère. Le prix du sac de graines me coûte presque 40% plus cher que l'année dernière. Pour moi, il y a vraiment urgence à ce que les prix baissent. L'inflation est subie encore plus durement par ceux qui ne travaillent pas. Djibril est retraité. Il touche moins de 150 € de pension mensuelle. Sa survie dépend aujourd'hui de la solidarité de sa communauté. J'ai une grande famille. Pour que je puisse les nourrir, ce sera difficile avec ma pension. C'est dans ce contexte économique difficile que près de 7 millions de Sénégalais se rendront aux urnes ce dimanche. La cherté de la vie est l'un des thèmes de cette campagne électorale et sans aucun doute un dossier que devront traiter les futurs députés. 4 personnes sont mortes électrocutées lors d'une manifestation contre les casques bleus à Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans la matinée, un groupe de jeunes avait tenté d'assiéger le quartier général de la mission de l'ONU en RDC de la ville. La police a alors usé des tirs de sommation pour les disperser, ce qui a fait tomber les lignes à haute tension qui est tombée sur les manifestants et qui seraient morts électrocutés. Une triste nouvelle pour la presse africaine et algérienne en particulier. Le grand quotidien francophone El Watan est menacé de disparition après 31 ans d'existence. Une fermeture qui s'impose car aucun plan de règlement de la crise n'a été soumis aux partenaires sociaux. Pour rappel, les 150 employés sont sans salaire depuis 5 mois et ont entamé une grève de 2 à 3 jours chaque semaine depuis le 12 juillet. Notre invité du journal ce soir est un entrepreneur et un investisseur né dans une famille modeste à Douala, au parcours brillant, qui a travaillé en Allemagne et en France avant de se lancer tout seul. À 37 ans, il lance une plateforme digitale de fintech il y a 5 ans, Studeli, une start-up qui accompagne les étudiants africains dans leur installation en Europe. Ça, c'était le point de départ, un projet déjà plusieurs fois primé qui s'est étendu. Duplex Kamgan, merci d'être notre invité sur le Journal de l'Afrique de France 24. Merci Fatoumata, merci pour l'invitation. Alors, Studeli, dites-nous déjà comment est né ce projet. Je sais que c'est parti de votre propre expérience d'étudiant. Oui, c'est parti de ma propre expérience d'étudiant et c'est aussi parti de celle de mes cofondateurs que je salue d'ailleurs. Et nous avions vécu cela il y a plus de 12 ans pour moi en tout cas et pour d'autres beaucoup plus longtemps. On s'est dit, plus jamais ça, on ne souhaitait plus que les étudiants puissent vivre cette galère-là.
En gros, tout simplement, pour qu'un étudiant puisse aller étudier à l'étranger, notamment en France, il doit justifier auprès du consulat des ressources financières pour pouvoir obtenir son visa. Ils doivent aussi justifier le fait d'avoir un logement. Quand on sait que c'est très très compliqué lorsqu'on ne vit pas, par exemple en France, pour trouver un logement, et aussi pour justement ce justificatif de ressources, en fait, c'est une attestation qu'il peut prendre au niveau d'une banque en déposant les fonds préalablement, et cette banque lui émet l'attestation pour prouver au consulat que chaque mois, il aura 1/12 de la somme déposée pendant 12 mois au niveau de la France, et le consulat, fort de ce document, peut délivrer justement le visa. D'accord, donc vous les accompagnez. Mais alors dites-nous comment ça se passe concrètement aux étudiants et aux parents d'étudiants qui nous écoutent en ce moment partout sur le continent et ailleurs, parce que je sais que ça s'est ouvert. Comment fonctionne la plateforme Studeli concrètement ? La plateforme Studeli concrètement fonctionne tout simplement en ligne sur studeli.com. Les étudiants peuvent créer un compte, et pour créer ce compte, ils ont juste besoin d'y aller et mettre leur passeport et leur lettre d'admission, parce qu'il faut être admis justement pour obtenir l'attestation. Et ensuite, ils doivent choisir le lieu où ils souhaitent payer, parce qu'en Afrique, dans certains pays, on propose aux étudiants de déposer les fonds en local ou bien de déposer systématiquement en France. Et une fois qu'ils ont signé le contrat, bien évidemment, qui est en ligne, et ensuite, ils ont un RIB, ils doivent déposer les fonds. Et une fois qu'ils ont déposé les fonds, nous, on fait les validations et ils obtiennent leur attestation. Nous, on les accompagne au-delà de ce document-là, aussi dans le cadre de leur recherche d'autres documents comme le logement, et aussi des conseils précieux pour leur préparation avant d'arriver en France. Oui, évidemment, il y a cette préparation, donc cette partie administrative et la partie bancaire aussi, parce que c'est une fintech et une solution bancaire digital aussi. Effectivement, et ça, merci d'ailleurs de l'introduire. En fait, justement, je suis aussi là pour ça, parce que on s'est posé la question avec mes cofondateurs on a résolu en 4 ans la problématique de justifier les ressources auprès du consulat, de trouver un logement. Mais on s'est rendu compte qu'on est resté sur notre faim, à savoir, lorsqu'un étudiant arrive en France et qu'il n'a pas de logement, s'il veut aller trouver un logement, le bailleur lui demande un compte bancaire. S'il va aller ouvrir un compte bancaire, à la banque, on lui demande le logement. Absolument. Donc, c'était un peu le chat qui se mordait la queue. On s'est dit, il ne faut plus jamais ça. Depuis début de cette année, Studeli a mis en place une solution de compte de paiement qui se déroule sur 2 phases. C'est très important ce que je vais dire. La première phase, en fait, l'étudiant peut, depuis son pays, depuis Dakar, depuis Yaoundé et depuis d'autres pays comme Cotonou, pour ouvrir ce compte à travers une application mobile, ouvrir un compte de paiement avec un RIB français et pouvoir payer ses frais de scolarité, par exemple, payer son logement. Et sur la deuxième phase qui arrive d'ici à partir du 1er septembre, l'étudiant pourra effectuer toutes ces opérations financières, notamment faire des virements et autres. Après, les cartes bancaires, il pourra les commander à son arrivée, après les dates comme le 30 novembre. Ouais. D'accord. Et alors justement, pour ça, il faut de l'argent. Est-ce qu'il y a une prochaine levée de fonds pour Studeli ? Ah oui, déjà, là, on vient d'accueillir un investisseur assez important pour nous. C'est un partenaire qui s'appelle Smera, et qui, justement, investit dans notre société, qui est partenaire avec nous depuis longtemps, et qui est le premier groupe mutuel étudiant de France, et avec qui nous on porte de très fortes ambitions. Donc, qui vient d'investir une somme assez importante, que je ne dirai pas ici. Dommage. Oui. Et nous, on est en train de travailler en ce moment pour pouvoir accueillir d'autres investisseurs. D'ailleurs, je lance un appel aux investisseurs qui souhaitent justement accompagner des sociétés comme Studeli. Nous, on a lancé une opération de levée de fonds qui va commencer d'ici septembre et pour s'étendre d'ici fin d'année. Ben, merci, bravo Duplex Kamgang. On vous souhaite tout le meilleur pour Studeli et bien d'autres choses, évidemment, de tous vos projets d'investissement. C'est ainsi que nous refermons ce Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Tiens, de Douala à Yaoundé en passant par Garoua, restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.